Zone Actu, tout de suite les journaux. Au sommaire de cette édition d'information, le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour le maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a rencontré le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. L'échange a tourné sur l'engagement de la MONUSCO à soutenir la mise en œuvre des engagements de Doha et Washington pour une paix durable en République démocratique du Congo. La question sécuritaire était également au centre d'un échange entre le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et une délégation du gouvernement provincial de Kinshasa sur les conflits coutumiers à Kinshasa qui nécessitent l'implication du gouvernement central. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces journaux. La MONUSCO, mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, est totalement engagée à soutenir la mise en œuvre des engagements pris à Doha et à Washington. Pour le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, le respect et la mise en œuvre du cessez-le-feu sont une étape indispensable pour que l'aide humanitaire soit livrée aux populations de l'Est conformément aux normes du droit international humanitaire. Nous avons d'abord parlé des progrès des processus diplomatiques, les accords, les engagements pris à Washington, à Doha, l'engagement actif des partenaires internationaux, l'Union africaine, la communauté des Grands Lacs, les États-Unis, le Qatar, les efforts diplomatiques importants auxquels les Nations Unies sont pleinement associées. Et j'ai indiqué au chef de l'État que la MONUSCO était totalement engagée à soutenir la mise en œuvre des engagements pris à Doha et à Washington, et notamment à soutenir le respect et la mise en œuvre du cessez-le-feu, puisque c'est une étape indispensable pour que la situation des populations soit améliorée, pour que l'aide humanitaire puisse être livrée aux populations de manière plus conforme aux besoins. La MONUSCO rassure qu'elle va participer à ce processus de vérification dans le cadre de son mandat prorogé d'une année en décembre dernier par le Conseil de sécurité des Nations Unies. La MONUSCO est prête dès maintenant à engager ce travail de vérification du cessez-le-feu. Et nous sommes prêts à commencer dès maintenant avec la zone d'Ouvira, d'où le M23 s'est retiré. Et dès que les conditions de sécurité pour nos vols seront réunies, la MONUSCO commencera ce travail de déploiement des éléments nécessaires pour participer à la vérification du cessez-le-feu, en liaison avec le mécanisme de vérification, ce mécanisme qui associe, comme vous le savez, d'autres partenaires internationaux. Accompagné de Madame Viviane Van de Peer, chef intérimaire de la MONUSCO depuis fin décembre 2025, Jean-Pierre Lacroix a salué l'excellente coopération avec les autorités congolaises. Il annonce qu'il se rendra ce mercredi à Beni au Nord Kivu et en Ituri dans le cadre de son travail de protection des civils en liaison avec les autorités nationales établies.
Les ministres de Postes et Télécommunications José Panda, accompagné du président de l'autorité de régulation des postes et télécommunications, ainsi que les responsables des principales sociétés de téléphonie mobile opérant en République démocratique du Congo, notamment RTL, Orange et Vodacom, ont été reçus mardi 10 février par la chef du gouvernement Judith Suminwa. Au cœur des échanges figurait la question sensible de l'utilisation illégale des fréquences congolaises par la société MTN Rwanda. Les ministres José Panda a souligné les caractères stratégiques et souverains de ces dossiers. Nous avons été reçus par son Excellence Madame la Première ministre au sujet de la question épineuse de l'occupation de notre territoire par une société rwandaise MTN qui commence à exercer dans notre pays en utilisant nos fréquences sans avoir d'autorisation. Il fallait que nous venions avec les régulateurs, le président de la RPTC, mais également les opérateurs concernés, notamment RTL, Orange et Vodacom. Nous avons présenté la question et nous avons dit de Madame la Première ministre les orientations. La question reste technique. Une communication technique se fera autour de la question et les instances politiques viendront après. Mais pour le moment, la Première ministre a donné des instructions précises pour que les techniciens, c'est-à-dire l'RPTC qui va pouvoir communiquer sur la question, et arriver à saisir les autres instances internationales autour de la question. Selon les ministres, la chef du gouvernement a instruit une prise en charge technique immédiate par ARPTC. Et le problème de la qualité des services de communication a eu l'objet de plusieurs réunions. Et nous sommes même avec les régulateurs et les opérateurs sur ces réunions. Les solutions idoines sont en cours. Je crois que le gouvernement, à travers le Fonds de développement des services universels, nous sommes en cours de solutions et je crois la connectivité des 145 territoires, la réduction de la fatigue numérique, c'est en train de se faire. Le gouvernement a pris des dispositions. Nous sommes en cours de pouvoir. Toutes les provinces seront bientôt connectées et c'est cela le programme d'action du gouvernement. Nous allons pouvoir nous battre pour que les questions, il y a encore des choses à faire, mais les solutions idoines sont en cours. L'audience a également permis d'évoquer l'application des dispositions légales imposant que 5% des parts des sociétés de télécommunications soient détenues par le Congolais. À ce sujet, les ministres de Postes et Télécommunications ont indiqué que la Première ministre a donné des orientations claires pour la mise en œuvre effective de cette mesure, conformément aux instructions du président de la République. La situation sécuritaire dans la ville de Kinshasa a été passée au peigne fin entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Jacques Chabani et une délégation de l'hôtel de ville conduite par le secrétaire exécutif du gouvernement provincial de Kinshasa, Israël Moutala. L'objectif était de voir sur la possibilité de mettre en place une commission ad hoc afin de voir comment trouver des solutions de manière durable. Une matière concurrente qui est traitée au niveau du gouvernement central et au niveau de la province. C'est comme ça que vous avez vu que la province est ici représentée par le ministre de l'Intérieur et moi-même qui représente le gouverneur pour essayer de trouver la quiétude dans plusieurs groupements de Kinshasa, dans la commune de Lansele, dans la commune de Maluku, dans la commune de Mongafula, Massina, partout où il y a des conflits, les faire taire de manière définitive pour permettre à nos populations de vaquer librement à leurs occupations. La mission, c'est de vérifier la légitimité des pouvoirs dévolus aux chefs coutumiers et tout simplement s'assurer qu'il n'y a pas que le principe de l'apolitisme est respecté, s'assurer que le principe les us et coutumes soit respecté, les valeurs ancestrales, la paix, la promotion du bon vivre ensemble entre les villages, entre les groupements, s'assurer qu'il n'y ait pas d'usurpation de pouvoir, que le pouvoir doit revenir à celui que la coutume, les us et coutumes ont dit que le pouvoir reviendrait. Donc il a été clair ici, établi qu'il faut absolument que tous les pouvoirs soient légitimes. Donc ça veut dire que celui qui exerce le pouvoir doit l'exercer en vertu des us et coutumes locales.
Voilà le message clé. Donc, fini l'époque où on pouvait traficoter pour se faire investir. Donc, on veut absolument que les chefs coutumiers soient légitimes, soient intronisés. Il faut respecter les coutumes, mais il faut respecter aussi la procédure. Parce que les procédures, selon les groupements, selon le visage, ils sont installés soit par le gouverneur, soit par les bourgmestres. Donc, tout ça doit être respecté. On doit aussi combattre le trafic, les antivaleurs, les traficotages de certaines décisions. Voilà, faire en sorte que les cours et tribunaux aussi s'imprègnent des us et coutumes pour qu'ils ne se laissent pas parfois abuser par certains chefs coutumiers véreux. Il était aussi question de statuer sur le pouvoir ancestral, combattre le trafic d'influence entre les chefs coutumiers afin que ces derniers puissent respecter la procédure selon les groupements installés par les gouverneurs ou les bourgmestres. Le dialogue national inclusif est sur la bonne voie avec un soutien croissant à la fois national et international. Ce mardi 10 février 2026, le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Betoukoumé Somango, a échangé avec le chargé d'affaires de la Belgique. Un échange fructueux sur l'organisation du dialogue national. Un échange qui témoigne de l'intérêt international et le soutien à l'initiative du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à convoquer le dialogue constructif pour résoudre la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Betoukoumé Somango, a félicité le président de la République, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, pour sa diplomatie agissante après les conclusions de la rencontre de Luanda avec ses pairs sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Les conseils interreligieux congolais, regroupés au sein de cadres de concertation interconfessionnelle conduits par l'évêque Dodo Kamba à la tête d'une forte délégation, est venu déposer au secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Betoukoumé Somango, la note conceptuelle pour un plaidoyer en faveur du mécanisme justice, vérité et réconciliation préalable à un dialogue inclusif en République démocratique du Congo. Nous sommes d'accord au dialogue, d'autant plus que le chef de l'État lui-même a été un homme de dialogue. Nous apprécions en sa juste valeur. Ce peuple a été longtemps meurtri par des actions barbares, il faudrait l'admettre. Et nous voulons donner l'occasion aux différents acteurs de s'amender. Le secrétaire permanent a promis de transmettre ces documents importants à la haute autorité politique de l'Union sacrée, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour terminer cette journée intense de travail, le secrétaire permanent a reçu un courrier de FIDEC, remis par l'honorable Dédé Mopassa. Ce courrier vient en protestation contre certaines attaques dirigées à l'encontre des membres du Présidium, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Le secrétaire permanent, utilisant sa sagesse, veut gérer les tensions internes pour assurer un climat propice à un dialogue inclusif. Oui, madame, c'est vrai, la coalition populaire a totalement donné son accord pour la tenue du dialogue sur les sols congolais, conformément d'ailleurs à la volonté de l'écrasante majorité du peuple congolais. Nous sommes très satisfaits que le chef de l'État, le président de la République, a finalement compris que les questions souveraines doivent être traitées sur les sols congolais. Et bien évidemment, nous nous réjouissons aussi que la République de l'Angola, le chef de l'État angolais, ait accepté de soutenir ce processus au nom de l'Union africaine qui l'a mandaté, mais ce dialogue va être le passage obligé pour permettre à la nation congolaise de se organiser, de s'unir pour arriver à adopter des résolutions définitives et fermes qui permettent de restaurer l'autorité de l'État, restaurer l'intégrité du territoire, mettre fin aux aventures étrangères sur le territoire congolais, particulièrement à l'est du Congo, et surtout, repenser notre modèle économique, social pour permettre aux Congolais de mettre fin à cette pauvreté endémique qui fait que plus de 90% de la population congolaise vit sous un seuil de pauvreté. Nous faisons totalement confiance au président de la République et nous insistons très clairement afin que le chef de l'État puisse
déterminer la date, qu'il puisse désigner par ordonnance présidentielle le médiateur national du dialogue et surtout les lieux clairs. Kinshasa, c'est vrai, c'est la capitale. Est-ce que c'est Kinshasa? Est-ce que c'est Lubumbashi? Mais il est temps que le chef de l'État fixe l'opinion encore et qu'il fixe la date. Ça, c'est notre grande attente. La coalition populaire, comme vous le savez, a organisé en octobre 2025 une conférence des recommandations patriotiques à Paris, en France. Cette conférence des recommandations patriotiques avait aussi demandé au chef de l'État de décrisper la vie politique nationale, notamment en procédant à la libération des prisonniers politiques et en autorisant le retour sur les territoires des exilés politiques. Le chef de l'État, dans son annonce, a insisté sur le respect des décisions de la justice face à ceux qui ont le sang des Congolais sur leurs mains. C'est bien entendu ça, la coalition populaire est sur cette ligne aussi. Nous estimons que la prise des armes, les violences sanguinaires ne peuvent plus être un modèle que nous allons léguer à nos enfants comme moyen d'accéder aux avantages liés à l'exercice d'un pouvoir politique. La politique ne peut plus être le moyen par lequel les gens se servent des armes et du sang des innocents pour accéder aux fonctions. Contrairement au début de l'année 2025 où nous étions presque les seuls à promouvoir l'idée d'un dialogue national inclusif, aujourd'hui c'est un narratif qui a pris place à tous les niveaux et à tous les mécanismes internationaux. Que ce soit au niveau du Conseil de sécurité, que ce soit dans l'accord de Washington, c'est-à-dire dans la suite du processus de Washington comme celui d'Idoha, c'est aujourd'hui accepté comme un consensus international et même un consensus national. Et donc, que cela apparaisse clairement dans la rhétorique ou dans la narration du président Tshisekedi, c'est déjà une évolution. Donc ici, je voudrais juste qu'on comprenne, ce n'est pas une demande expresse des églises qui est un dialogue inclusif, c'est un consensus national et international. Et puisque vous demandez quelle est la compréhension, pour nous, c'est avec tous les acteurs concernés ou impliqués dans les conflits. Dans ceux qui ont pris les armes. Dans ceux qui ont, comme ça on l'a dit, c'est pourquoi nous sommes allés à Goma dès les débuts, parce que nous avons reconnu la responsabilité de ceux qui ont pris les armes, et tous les autres acteurs qui n'avaient pas pris les armes, nous les avons vus. Donc pour nous, l'inclusivité doit être le mécanisme qui arrive à résoudre les conflits. Mais est-ce que ça ne serait pas un mauvais exemple en se disant, puisque vous avez, pour avoir droit au chapitre et donc droit à la table du dialogue, prenez les armes? La question c'est plutôt, à mon sens, comment ferions-nous pour arrêter la répétition des conflits armés au Congo? Oui, mais les dialogues précédents qui ont été organisés à la suite des conflits armés n'ont pas découragé les autres à prendre des armes, par exemple ceux qui ont pris les armes aujourd'hui. Le dialogue le plus important qu'on a eu dans l'histoire de notre pays, sans vouloir le rappeler, c'est celui de 2001 à 2024, Santiti. Et vous savez qu'à la suite de ces dialogues, il avait été mis en place des mécanismes de justice transitionnelle, notamment la commission Vérité et Réconciliation. J'entends souvent ces débats quand les gens estiment que les dialogues n'ont jamais résolu les conflits. C'est faux. Dans l'histoire des conflits au monde, même quand nous évoquons la question de justice transitionnelle, c'est un mécanisme post-conflit. Le problème, c'est quand il y a cessation des hostilités, quels sont les mécanismes que nous mettons en place pour garantir la non-répétition des conflits? Mais il y a la Constitution, il y a les élections. La Constitution, les élections ne sont pas des mécanismes. Ça, ce sont des fondements existentiels d'un État. Mais je parle dans l'histoire des conflits, nous avons des exemples concrets, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Côte d'Ivoire ici, même si le contexte n'est pas le même, pour ne pas vouloir citer les Rwandais, qui a aussi connu des conflits armés. Donc, dans le cas du Congo, parce que vous avez posé la question, pourquoi les dialogues n'ont pas résolu, la faiblesse, c'est pas les dialogues. Le dialogue est un cadre, le dialogue est un mécanisme. La question, c'est comment nous assurons